Nantes, 19 décembre 1985. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, bien sûr, dans notre région, la prise d'otages qui a débuté, vous le savez, ce matin au palais de justice de Nantes, où 3 malfaiteurs ont pris en otage une trentaine de personnes en plein procès d'assises. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un tribunal pris en otage. Le président, le procureur, l'avocat, les jurés et le public, tout ce monde braqué par 3 gangsters en plein milieu du procès. On n'avait jamais vu ça. Cela se passe à Nantes depuis la fin de la matinée et c'est une affaire exceptionnelle parce que les gangsters ont voulu se servir de la télévision comme arme de chantage. Une équipe de FR3 est donc entrée à plusieurs reprises dans le tribunal à la demande des malfaiteurs. C'était même une de leurs exigences. Tout de suite, le film de cette journée avec Hervé Brosini. Ce matin-là, le palais de justice est en effet pris d'assaut lorsqu'un homme armé jusqu'aux dents du nom de Karim Kalki fait irruption et tire plusieurs coups de feu dans une salle d'audience, où 2 de ses complices, Georges Courtois et Patrick Thiollet, comparaissent devant le tribunal pour Brakistem qui leur fermait ses portes. Aujourd'hui, ce ne sont plus les braquages qui défient les banques, mais simplement le fait d'envoyer son propre argent d'un compte à un autre, surtout quand il s'agit de crypto. Les cryptos, ce ne sont pas juste des actifs spéculatifs. C'est avant tout une technologie qui permet d'échanger de la valeur directement, sans intermédiaire, sans qu'une banque décide de ce que vous pouvez faire avec votre argent. Que ce soit pour envoyer des fonds à l'étranger, acheter en ligne ou même être payé directement en crypto, tout cela est possible. Mais dès qu'il s'agit de convertir ces cryptos en euros sur un compte bancaire classique, les choses se compliquent. Certaines banques bloquent les transactions, d'autres les limitent, comme si votre argent ne vous appartenait pas vraiment. C'est là qu'intervient Débloc, le sponsor de la vidéo. Le premier compte courant relié à un portefeuille crypto autogéré dans une seule et même application. Avec Débloc, vous pouvez acheter, vendre et échanger des cryptos sans aucune limite, et surtout convertir vos cryptos en euros directement, sans restriction imposée par votre banque. Vous bénéficierez alors d'une carte Visa Premium, de virements instantanés gratuits et d'un IBAN personnalisé. Le tout en gardant vos cryptos sous votre contrôle à 100% et dans un cadre sécurisé, puisque Débloc est agréé par la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers. Contrairement à certaines plateformes qui détiennent vos fonds à votre place, ici, vous seul avez accès à vos actifs. Ce qui signifie que même si Débloc venait à disparaître, votre argent resterait le vôtre. Donc si vous en avez assez des banques qui freinent l'adoption de vos cryptos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Avec le code GANGSTER3, vous pourrez profiter de 3 mois premium offerts. Pour cela, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien en description. Voilà, je vous souhaite un excellent visionnage. Pour arriver à ce fameux jour du 19 décembre 1985, il est tout d'abord nécessaire de remonter le temps pour comprendre comment Georges Courtois, Karim Kalki et Patrick Thiollet se sont rencontrés. Une rencontre qui n'aurait pas été possible sans l'histoire de Georges Courtois, dit Joe, le leader du groupe. Il aurait peut-être suffi que mes parents aient du fric. Georges Courtois avait à peine 12 ans, et pourtant, il savait déjà qu'il était né du mauvais côté. Né à Nantes, le 27 septembre 1947, dans une famille pauvre, il grandit aux côtés d'un père ouvrier qui travaille sans relâche et prône les vertus d'un labeur acharné. Mais ce modèle s'effondre brutalement lorsque ce dernier tombe du haut d'une grue sur un chantier et meurt subitement à l'âge de 39 ans. Un drame qui, selon Georges lui-même, nourrira sa rancune envers le monde du travail. Georges sait alors qu'il ne suivra pas le même chemin que son vieux et se met par conséquent à voler en commettant son premier larcin à seulement 11 ans. Le vol de vélo d'un boucher. Je disais à ma mère que j'allais faire les courses. Elle voulait pas que je vole. Mais quand je ramenais la viande, elle la faisait cuire quand même. Ça a toujours été comme ça. Elle ne se préoccupait pas de savoir d'où venait l'oseille. Donc à cet âge-là, pour un vélo, j'ai fait mes premiers stages d'enfermement. Puis Georges vole tout ce qu'il trouve. Et inévitablement, cela finit par lui attirer des ennuis. Rebelle dans l'âme, il ne tient pas en place et c'est sans surprise qu'il se fait arrêter une nouvelle fois à l'âge de 14 ans. Direction la maison de rééducation pour le jeune Courtois. Un premier pas dans le système pénal, annonciateur de la trajectoire trouble qui allait définir le reste de sa vie. Pourtant, dans ses jeunes années, Georges Courtois se rêve étudiant, homme de lettres, professeur ou même ingénieur. Mais pour les gardiens de prison, son avenir semble déjà tout tracé. Il sera plombier, rien de plus.
Et puis après, faut dire que dans l'institution, je suis pas tombé sur les bonnes personnes. Des enculés qui m'ont détruit ma vision sociale, qui m'ont empêché de finir mes études. Ils ont décidé que je serais plombier et ils m'ont plus lâché avec cette idée durant toute ma jeunesse. C'est ainsi que les années se suivent et se ressemblent pour le jeune Nantais, qui déconne de plus en plus et que l'on voit plus au trou que dehors. Georges passe alors des larcins au braquage et au cambriolage. En somme, il se professionnalise. Ma vie aujourd'hui, je la raconte pas pour faire joli. C'est une escalade, c'était obligé que ça finisse comme ça. Quand j'avais 14-15 ans déjà, je savais qu'un jour je ferais un truc terrible. Je me voyais déjà avancer dans le ravin. En 1974, Georges est de nouveau arrêté. Cette fois pour le braquage d'une armurerie qui l'enverra à la maison d'arrêt d'Angers. Il y a des mecs qui subissent des trucs sévères en prison, et pour eux c'est chaud. Ils finissent dans un état lamentable. Moi j'ai toujours essayé de me mettre en isolement pour avoir la paix. Je me disais que l'enfermement, c'est comme un sportif qui a un accident grave et se retrouve sur le banc. Il regrette pas. Il vit pas son handicap comme une fatalité terrible, mais il le lie à ce qu'il aimait faire. Donc ça atténue le truc. En tôle, j'ai croisé du beau monde. Le gang des Lyonnais, la French Connection et tout le bordel. Ils voulaient pas avoir affaire à des gens comme moi et ceux que je fréquentais à l'époque, des électrons libres. Moi, je rentre dans un bar et je peux ouvrir le feu, j'en ai rien à foutre. Mais eux, ils veulent pas de ça, vous voyez? C'est des diplomates, des hommes d'affaires en réalité. Ils négocient le mouvement. Enfin bref, en 1976, j'ai finalement mon procès pour lequel j'ai été enfermé 2 ans plus tôt. Je prends 12 ans, dont 3 pour outrage. Je sors en 1981. Et après un peu de temps dehors, je replonge pour une histoire de carte grise non valide. Vous imaginez, le sommet de ma carrière. Je tombe sur un procureur qui me dit « Ah, ça continue. Vous aimez traiter la loi par-dessus la jambe. Vous roulez avec un véhicule sans titre de circulation. Vous vous rendez compte si vous avez un accident ?» Bah, si j'ai un accident avec une carte grise, ça fera pas ceinture de sécurité. Je vois que vous êtes incorrigible. Vous lui mettrez 6 mois de prison. Finalement, j'en prends 3 et il me jette en prison en qualité de DPS, quartier d'isolement. En prison, je commençais à me sentir chez moi. J'avais accès à ce que je voulais, les matons me connaissaient bien, j'avais mon petit personnel en quelque sorte. Un jour, un gardien vient me voir et me dit « Dis donc, il y a un mec, ça fait 2 ans qu'il est là, il passe son temps au mitard. Il s'est encore pris 30 jours ce matin. Écoute, si tu veux bien t'en porter garant, on le sort du trou. » Et ils m'ont ramené Abdelkarim Kalki, qui allait devenir quelqu'un d'important dans la suite de mon existence. Le mec était là pour une histoire de faux chèque, un jour qu'il n'avait pas reçu l'argent du bled. Paniqué par la visite d'un huissier, il avait braqué un bureau de poste pour liquider ses dettes et en avait pris pour 5 ans. La tôle, c'était pas son truc. Il venait d'une bonne famille marocaine et ne supportait pas son sort. Il n'arrêtait pas de traiter les matons de crapules, et puis il y avait pas mal de racisme. Il ne vivait pas en très bonne entente avec les autres gars, parce qu'il était tout seul en France. Je le rencontre donc, et il se trouve que c'est un mec très agréable, qui parlait très bien, comme De Villepin, jamais un mot d'argot. Du coup, on est rapidement devenus très bons amis. Bonjour amigo, je m'appelle Abdelkarim. Je sors du mitard. Salut, Georges Courtois. On m'appelle Joe. Je viens d'arriver au château. Nous nous sommes regardés un moment et nous nous sommes mis à rire en faisant le tour du propriétaire. Notre destin allait se mettre en marche. Et à l'époque où Georges Courtois rencontre Karim Kalki en prison, il fait aussi la connaissance d'un autre homme, du nom de Patrick Thiollet. De retour en prison, j'ai retrouvé là quelques-unes de mes anciennes relations dans la cour de promenade et rencontré également d'autres garçons fort sympathiques. J'ai alors fait plus ample connaissance avec l'un d'eux qui me paraissait intéressant. Il s'appelait Patrick Thiollet. Nous avions pris l'habitude de prendre nos heures d'aération ensemble et Abdelkarim se joignait naturellement à nous. Nous formions un trio très discret. Quelque temps plus tard, Georges est alors libéré, suivi de Patrick, transféré entre-temps à la prison d'Angers. On est en 1983, et les 2 gangsters, désormais libres, décident de monter un coup ensemble, en ciblant tout particulièrement une caisse d'épargne située à Nantes. Nous avions beaucoup parlé de la manière dont nous passerions Noël.
Patrick avait lui-même 2 enfants et nous voulions que ce soit grandiose pour chacun des nôtres. Nous avons été, une fois de plus, victimes de notre générosité. Pour Patrick, il était hors de question de ne point pourvoir en personne au cadeau de ses enfants. Nous devions exécuter une opération rentable dans la semaine pour que tout soit en ordre. Du reste, j'avais eu vent d'une caisse d'épargne assez facile à détrousser. Un beau cadeau de Noël. Arrive donc le jour J. Les gangsters sont prêts à réaliser leur coup. Sauf que des flics, situés non loin de là, remarquent quelque chose de louche et décident de les poursuivre en voiture. Je passe derrière. Je vais allumer ces enculés à travers la vitre. Continue. Georges et Patrick s'enfuient à toute vitesse, mais ils ne font pas long feu. J'ai enfilé un boulevard et me suis mis à franchir les feux sans me préoccuper de leur couleur. Malheureusement, ils étaient plus rouges que verts et j'en ai passé 8, lancés à 140 km/h, sans rencontrer la moindre voiture à part celle de la police, revenue à la charge. Ça chauffait de plus en plus pour notre matricule. Au 9e feu rouge, ce qui devait arriver arriva. J'avais eu comme la sensation qu'il allait se passer quelque chose, quelques dizaines de mètres avant ce feu, et j'ai levé le pied. Ralentis pas! Droit devant! Ils sont partout! Mieux vaut avoir un accident que de se faire cirer comme des naves. À peine venait-il de terminer sa phrase qu'est arrivée en une fraction de seconde une voiture sur ma droite. Que s'est-il passé? Dis-je avec l'air le plus ahuri possible. Immédiatement, je suis saisi par les policiers les plus proches de moi. On va t'expliquer ce qui s'est passé, espèce d'enculé. Blessé ou pas, on t'emmale. Les 2 malfaiteurs sont finalement arrêtés par les forces de l'ordre. Avec leurs sacs remplis de calibres, les policiers ont de quoi les inculper pour détention d'armes. Chose qui sera faite. Mais ce n'est pas tout, puisqu'ils vont également leur attribuer un braquage à Sucé-sur-Erdre. Une accusation que Georges niera catégoriquement, affirmant qu'il n'a rien à voir avec ce hold-up. Qu'à cela ne tienne, Georges Courtois et Patrick Thiollet sont renvoyés en prison, dans une maison d'arrêt de Nantes. Le temps de fixer la date de leur jugement. Et le temps pour eux de retrouver leur ami Karim Kalki. En attendant le procès, je recroise Karim Kalki à plusieurs occasions, dans les couloirs ou pendant les transferts. Et puis on correspondait clandestinement, bien sûr. Moi je commençais à en avoir ma claque de passer d'un juge à l'autre, d'une prison à l'autre. Et Karim, derrière les barreaux depuis tout ce temps, en avait quand même bien bavé. Un jour, il me dit... Bon, écoute, puisque tu penses que tu vas prendre au moins 20 ans pour cette histoire de détention d'armes et de braquage, on va pas les laisser faire. Ça suffit de passer devant eux les bras croisés. J'ai réfléchi, et je compte bien attaquer la cour d'assises quand vous passerez avec Patrick. Faut tout préparer maintenant, parce que je sors le mois prochain. Décembre 1985. Karim Kalki est libre. Aussitôt libéré, il braque une banque pour renflouer ses poches et s'acheter des armes. Oui, des armes. Car avec ses amis Georges Courtois et Patrick Thiollet, toujours emprisonnés, ils ont préparé un plan. Celui de prendre en otage la cour d'assises de Nantes. Georges et Patrick étant jugés les 18 et 19 décembre 1985, l'idée est que Karim prenne d'assaut le tribunal pour les libérer, le tout en faisant le procès de la justice et de la société en direct à la télé. Techniquement, comment se passerait notre petite affaire? Karim, Patrick et moi en discutions longuement, mais ne trouvions pas de solution satisfaisante, compte tenu de certains aspects pratiques que nous ne connaissions pas encore. Il y avait entre autres la question des forces de police qui seraient mises en place et les possibilités qu'elles laisseraient à Karim de pénétrer dans la cour d'assises avec toutes les chances d'arriver jusqu'au président. Si je m'en référais à ce dont j'avais bénéficié en matière de protection rapprochée ces derniers temps, il devrait y avoir du monde. Karim déclarait qu'il pourrait certainement réaliser l'opération avec l'appui de 2 complices. Nous serions fixés avant qu'il ne sorte, puisqu'il devait venir le chercher le jour de sa libération. Nous avons donc arrêté le plan suivant. Karim entrerait seul dans la cour d'assises, armé jusqu'aux dents, de quoi nous équiper tous les 3. Dès son arrivée, Karim braquerait le président et l'assesseur placé à la droite de ce dernier. Il intimerait à celui-ci de donner l'ordre de nous laisser, Patrick et moi, venir jusque sur l'estrade. S'il ne le faisait pas dans la seconde, la tête de l'assesseur sauterait sur le champ. Après quoi, nous entamerions les négociations, réclamerions la présence de la télévision et ferions évacuer le cadavre de l'assesseur devant les caméras. Je serais chargé, pour ma part, de mener les tractations et de faire toutes les déclarations relatives à la justice et donc à l'injustice. Karim surveillerait tout ce petit monde et Patrick serait l'exécuteur des hautes œuvres, le cas échéant sur mes indications.
Nous entamerions donc cette affaire avec un premier cadavre, et nous pensions que son exposition télévisée serait notre passeport pour ailleurs. Cela pour le cas où nous passerions effectivement tous les 3 maîtres de la cour d'assises. Mais avant d'y parvenir, 2 problèmes se posaient. Le premier concernait naturellement la police. Celle-ci tenterait certainement de se saisir de Patrick et de moi dès l'apparition de Karim. Cela n'aurait aucune importance dès lors qu'elle ne s'évertuerait pas à nous traîner hors de la salle d'audience. Et connaissant par avance le courage dont font généralement preuve ces messieurs, nous envisagions également qu'ils n'en feraient rien et se contenteraient d'obtempérer. Le second concernait les gens présents dans la salle. Il faudrait immédiatement les contrôler, afin que ne s'installe pas un début de panique menant à la catastrophe. De la manière dont les portes de sortie du public étaient placées, une fuite précipitée était exclue. Les 3 autres portes donnant sur l'extérieur seraient directement sous notre feu, et ne poseraient par conséquent aucun problème. Ni de fuite d'individus, ni d'entrée intempestive des forces de police cantonnées à l'extérieur. L'huissier de justice nous a ensuite convoqués, Patrick et moi. Nous comparaîtrions devant la cour d'assises les 18 et 19 décembre 1985 dès 9 h. Karim nous dit qu'il aurait tout juste le temps de respirer, mais que cela lui suffirait bien. Quelques jours plus tard, Karim me faisait parvenir un message, par un maton, selon lequel je devais lui communiquer la liste exacte des armes dont nous aurions besoin. J'en ai dressé une mentionnant 3 revolvers 357 Magnum, une demi-douzaine de grenades défensives, 3 pistolets mitrailleurs et des munitions en conséquence. Karim laissait entendre que ce matériel poserait des difficultés pour être acheminé jusqu'à la cour d'assises. Il allait tout de même le chercher, mais qu'il ne se présenterait qu'avec le minimum, soit 3 revolvers, 3 grenades, les munitions, une demi-douzaine de paires de menottes, des chaînes et des cadenas. 3 jours plus tard, il m'a averti que tout était arrivé et qu'il n'y avait plus qu'à attendre tranquillement le jour J. « 19 décembre 1985. Les accusés Georges Courtois et Patrick Thiollet sont amenés au palais de justice de Nantes pour leur 2e jour d'audience, afin d'être jugés devant une cour d'assises pour braquage de banque. C'est le jour tant attendu pour les 3 gangsters. Nous sommes arrivés au palais de justice dans un grand concert de sirènes. Ça s'agitait dans tous les sens. J'étais de bonne humeur. La veille au soir, j'avais affiché un avis sur la porte de ma cellule à l'intention de la matonnerie nantaise. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me réveiller à 6 h en ce jour du 19 décembre 1985, afin que je sois en mesure de me préparer aux exercices qui m'attendent aujourd'hui devant la cour d'assises, où je suis, vous ne l'ignorez pas, injustement accusé de moult délits et crimes. Il convient donc que je sois dans une forme acceptable pour converser avec ces messieurs-dames. Je vous en remercie par avance. On m'avait gentiment réveillé ainsi que demandé, et je me trouvais en excellentes conditions à 8 h 30. 10 heures précises. Les 2 gangsters sont dans la cour d'assises et assistent à la reprise de leur procès. Quand arrive dans la salle la femme d'un des amis de Georges. Elle m'a fait un petit signe et je me suis moi-même mis à lui en faire un pour qu'elle ne reste pas là. J'ai su à cet instant que Karim se mettait en route en direction du palais de justice et qu'il serait là d'ici 20 minutes à une demi-heure. Il était grand temps de se préparer. La veille, une copine avait aidé Karim à s'habiller en décousant une partie de sa veste pour faire le plein d'équipement, qui comprenait 8 calibres, 6 grenades, 2 paires de menottes, une chaîne d'1 mètre de long avec cadenas, une cartouche de cigarette, des cigares et une radio. C'est à peine croyable ce que le mec a porté sur lui. En plus, il est venu en bus parce qu'il savait pas conduire à l'époque. Il m'a avoué après qu'il n'avait même pas pris de ticket. Si les contrôleurs étaient arrivés, je serais rentré avec le bus dans la cour d'assises. Karim Kalki n'avait pourtant plus rien à voir avec la justice. En tant qu'homme libre, il aurait très bien pu se ranger, mais non. Il décide malgré tout de sauver ses copains, sachant pertinemment qu'à l'arrivée, ce serait soit la mort, soit un retour en prison qui l'attendait. L'avocat général, Philippe Varin, entame dès lors un discours virulent dans la cour d'assises, affirmant qu'il n'avait jamais vu d'individu de cette envergure comparaître devant une cour d'assises. Le dit Thiollet, vous l'avez vu? Il se confond pratiquement avec son ami si peu recommandable. Vous lui infligerez une peine de 8 années de réclusion criminelle. Reste Monsieur Courtois. Je ne vous rappellerai pas ici son casier judiciaire, c'est à faire peur. Je n'insisterai pas sur le cynisme et l'ironie qu'il a développé devant vous depuis hier. Mais les victimes de ces agissements auraient pu être vous ou moi. Cela suffit. Il faut que vous cessiez, Courtois. La société n'a que faire de gens comme vous. Elle doit les éliminer.
La peine sera donc à la mesure du personnage. Un retrait quasi définitif de la circulation, durant lequel il vous sera loisible de... J'attendais depuis quelques minutes que cet individu reprenne son souffle pour intervenir, mais il ne le reprenait pas. Une véritable machine à débiter les conneries. Soudain, avant que je sache ce qui me serait loisible de faire dans un proche avenir, 3 ou 4 coups de feu résonnèrent dans le couloir latéral. Ça y est, la prise d'otage a commencé. Karim Kalki avait donné le coup d'envoi. Entré par la grande porte du palais de justice, il se dirige sans résistance vers la cour d'assises où ses 2 copains sont jugés. Un policier est posté devant la porte de la salle d'audience, mais Kalki le menace avec sa grenade et réussit à le désarmer. C'est là que les coups de feu sont tirés. Ça criait de partout. Karim venait de faire son entrée dans la place. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être une manifestation, tu devrais aller voir. Je me suis alors retrouvé avec un 357 Magnum posé sur la tempe droite. Patrick en avait un autre dans les reins. Tu ne bouges pas, hein? Ceci est une grenade dégoupillée! Un seul geste, et je vous fais tous sauter! Il est 10h50. Le ressortissant marocain se dirige aussitôt vers l'assesseur et lui colle son revolver sur la tempe. Le président, qui se trouve à côté de l'assesseur, voit la grenade dégoupillée de Kalki posée contre son front. Kalki tire de nouveau avec ses armes. Lorsque les coups de feu cessent, le président, d'une pâleur maladive, ordonne aux policiers de relâcher les accusés. Laissez Monsieur Courtois et Monsieur Thiollet venir jusqu'ici. J'ai sauté par-dessus le box et je leur ai dit « Vous mettez tous vos trucs ici !» Je leur ai fait vider toutes leurs armes. J'avais les poches pleines, au moins 20 kilos. C'est pas la peine. J'ai amené 500 cartouches. La prise d'otage à membres de leur famille qui assistaient au procès. Les avocats, eux, avaient également disparu de la circulation. Sauf maître Michel Taupier, l'avocat des accusés, qui était resté là, observant la scène. Il n'était évidemment pas au courant de ce qui se tramait. « Maître, vous resterez là et servirez d'intermédiaire. » D'accord. Il est à ce moment-là 11h du matin. Karim a ensuite enchaîné les magistrats. Et après m'être assuré que chacun était bien en place, j'ai procédé à la vérification d'identité de mesdames et messieurs les jurés, ainsi que des juges de service, précisant qu'il convenait d'ores et déjà que les personnes de confession israélite lèvent le doigt et aillent se mettre là où je leur dirais. Nul ne se dénonçait. Il ne s'agissait pas de prendre des sanctions particulières à l'encontre de ces personnes, mais de les mettre en demeure de s'expliquer sur certains aspects de la politique sioniste et sur la situation qui était faite aux Palestiniens. Karim avait du reste préparé une petite documentation sur les agissements du groupe Abou Nidal et a déclaré que les sionistes mettaient cet homme et ses compagnons dans l'obligation d'agir ainsi, qu'en l'occurrence, ils les sous-passaient au Liban, sous la férule de la France et d'autres pays soi-disant pacifiques, tels en particulier les USA. Je dis au nom d'Allah et du prophète, au nom de l'islam, au nom de la nation arabe et au nom des opprimés de tous les pays, j'ai le ferme soutien de mes 2 camarades ici présents pour conduire cette opération à son terme. Tout cela semblait sans doute assez confus dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient, mais pour nous c'était tout à fait clair. Il ne faisait aucun doute que de tels agissements étaient en tout point semblables, à une autre échelle, à ce qui avait cours en matière d'injustice ici et là, chaque jour, et donc à ce qui avait lieu à cet instant précis dans cette cour d'assises, où l'on prétendait rendre la justice au nom finalement des pires assassins. Nous ne pouvions nous soumettre à un pouvoir qui ne tenait son autorité que des exactions qui se commettaient quotidiennement, et nous allions faire la démonstration que les rôles pouvaient être inversés d'un moment à l'autre. Karim n'a jamais appartenu à quoi que ce soit, mais c'était pas des conneries, il était touché par les injustices en Palestine, et puis ça brouillait les pistes, ça faisait sérieux quoi. Patrick Thiollet, lui, c'était pas un causeur. Il avait mis un beau sweatshirt avec marqué en gros « Action ». Et ça suffisait à lire dans ses pensées un dossier qu'avait apporté Karim Kalki. Des photographies où l'on voyait des enfants victimes de tirs d'armes automatiques ou d'explosions afin de les sensibiliser sur ce qui se passait là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ce monsieur est un extrémiste musulman que j'ai rencontré moi-même et monsieur Thiollet dans différents établissements où j'ai séjourné, qui est donc un ami qui est sorti et qui a mis sur pied cette opération de façon à ce que nous puissions éventuellement par la suite soit nous consacrer à la cause qui est la sienne dont nous sommes des sympathisants, soit... Eh bien, vous savez pas, nous faire exploser ici, ça pose pas de problème. C'est mieux que 20 ans de prison. Voilà. Sachez bien, il y a des amis dehors.
qui traînent là dans les rues de Nantes. À Paris aussi. Mais vraiment, vous allez entendre ce soir des choses terribles. Des grenades qui vont être jetées même sur des établissements, des cafés, n'importe quoi. Mais attention, s'il nous arrive quelque chose, c'est parti. Croyez-moi qu'on va frapper dur, quel que soit ce qui m'attend. Enfin, ce qui m'attend. Je sais que c'est la mort certaine, mais je vais essayer quand même de ne pas partir tout seul. J'ai demandé l'avis des étudiantes en droit quant à cette exhibition. Et je crois qu'elles sont tombées d'accord avec moi quand je leur ai dit que des gens qui se rendaient complices de telles choses n'avaient de leçons à donner à personne, fussent-ils juges ou procureurs, que la plaisanterie avait assez duré et qu'il était temps d'y mettre un terme. L'une des étudiantes semble soudain prise d'un malaise. Georges va la voir pour évaluer son état de santé et il découvre alors que la jeune fille est cardiaque. Elle a du mal à respirer et à répondre au ravisseur, qui la laisse finalement rentrer chez elle. Georges tient par conséquent à rassurer les otages présents dans la cour d'assises. Aucun mal ne leur sera fait. Après cela, le gangster procède à une distribution de chewing-gum et de cigarettes. Je me suis ensuite dirigé vers le box des journalistes. « Eh bien, messieurs, c'est la promotion assurée, ça, le scoop. Prenez des notes et prenez-les bien. » Alors, monsieur le procureur, on vous a coupé la parole? Vous allez finir ce joli petit réquisitoire à haute et intelligible voix, n'est-ce pas? Varin prend alors la liberté d'allumer une cigarette. Vous vous croyez où? Nous sommes dans un tribunal ici, on ne fume pas. Vous devriez pourtant le savoir. Il éteint sa cigarette sur son bureau et la pose devant lui. Vous êtes vraiment une serpillière, cher ami. À votre place, je n'aurais pas éteint ma cigarette. Vous manquez d'envergure. Allez, vous pouvez fumer, pauvre mec. Il rallume son mégot aussitôt avec un léger tremblement dans les mains. Maître, vous allez sortir dire à ces messieurs de la police que nous attendons une équipe de la télévision dans les plus brefs délais. Nous avons quelques déclarations à faire. Des journalistes, hein, pas des poulets. L'avocat des gangsters, Maître Taupier, part ainsi s'acquitter de sa tâche. Il jouera le rôle d'intermédiaire dans cette prise d'otage. Pendant ce temps, Georges Courtois demande au président à ce qu'un certain juge d'instruction du nom de Caveau vienne se présenter dans la salle d'audience, et ce afin de l'interroger, après quoi il serait exécuté sur place. Le malfaiteur avait apparemment des comptes à régler avec ce dernier. Vous savez, monsieur Courtois, je le connais. Il ne viendra pas. Vous croyez cela? Vous en arrivez à des extrémités pour quelque chose qui n'aboutira pas. Parfait, je réglerai le cas de cet individu ultérieurement. Maître Taupier informe alors Georges Courtois qu'une équipe de télévision se tient prête à entrer dans la salle. Très bien, allez la chercher, maître, et revenez avec elle. Pas de poulet parmi tout ce petit monde? Non, non, soyez tranquille. L'avocat se dirige vers la porte, puis fait entrer les journalistes. Ils disent gentiment bonjour au ravisseur. Bonjour messieurs, on pose son petit matériel devant moi et on sort sa petite carte de presse. Sommes-nous d'accord? Les journalistes s'exécutent. Georges Courtois vérifie leur carte de presse. Tout est en ordre. Le malfaiteur leur ordonne donc de commencer le tournage. Les premières images de la prise d'otage sont filmées. Allons-y pour le petit discours, messieurs. Georges Courtois commence son discours devant les caméras de télévision. Bonjour messieurs, mesdames les jurés. Je vous déclare coupable. Coupable d'être ici. Vous pouviez refuser de répondre à la convocation, quitte à payer l'amende. Vous êtes coupable de ne pas avoir su. L'ignorance est une faute. On doit savoir. Quand on vient procéder à l'élimination de certains individus, on doit savoir ce qu'on fait. Vous aviez tous nous condamnés dans cette minable affaire de hold-up à Sucé-sur-Erdre, alors que je jure solennellement sur la tête de mes enfants que Thiollet et moi n'y étions pas à Sucé. Celui qui a fait le coup, il était dans la salle, il ricanait doucement pendant l'audience. Comme vous, madame, ça vous faisait plaisir de nous condamner, hein? On le sentait bien. Vous êtes pris en otage, comme nous l'avons été, monsieur Thiollet et moi, pendant 2 ans. Et comme l'a été monsieur Calqui pendant 5 ans, pris en otage par l'État français sous la menace des armes de la police. Vous, les jurés, qui êtes nés pour être anonymes, qui travaillez comme des cons, couverts de dettes à chaque fin de mois, vous avez été désignés pour siéger en cour d'assises. Ça y est, vous vous êtes dit, je suis quelqu'un, ou plutôt quelque chose.
un instrument d'une machine qui donne des années de prison. Vous alliez suivre les yeux fermés le président, je le sais, en ignorant tout ce qui se passe après, dans les tôles. Vous êtes coupable d'avoir participé à cette juridiction répressive. Il faut bien se rendre compte que nous nous attaquons aujourd'hui à la plus haute institution répressive de tout le pays. Je demande donc à mesdames et messieurs les jurés, quel effet cela vous fait-il d'être venus pour juger et de vous retrouver en position d'être jugé à votre tour ? Alors, hein ? On s'est levé bien tranquillement ce matin, on s'est réjoui de la bonne journée qu'on allait passer et de la jolie petite condamnation qu'on allait prononcer au milieu de cette joyeuse assemblée. Qu'est-ce que vous croyez ? Que l'on arrive comme ça au beau milieu d'une cour d'assises, que l'on va y juger les gens sans avoir de compte à rendre à personne ? Ce serait un peu trop facile. Voyez-vous, en fait, c'est nous qui allons vous juger. Quel effet cela fait-il de se retrouver de l'autre côté ? Cette opération est une opération ponctuelle, ainsi que je l'ai dit au procureur. Il sait ce que c'est une opération ponctuelle, il m'a accusé d'en avoir mené plusieurs. Elle a donc une entrée en matière, ou nous partons, ou nous mourrons. Il n'y a aucun problème, ça pose aucun problème. Ça s'appelle des grenades défensives quadrillées, voyez-vous ? Hein ? Bien ? Seront jetées dans des établissements, c'est-à-dire restaurants, cafés et autres établissements fréquentés par les Nantais en général, sans préjudice des dégâts qui seront apportés. Par conséquent, l'intervention de la police dépassera largement le cadre de cette cour d'assises. Il faut bien s'attendre, ainsi que vient de vous le dire cet homme, à une répression vraiment insensée pour le cas où ces messieurs se sentiraient une âme héroïque. J'aimerais bien que les gens... Quand on vient procéder à l'élimination de certains individus, on doit être conscient de ce qu'on fait. Non, mais enfin, ce que je veux dire, ce que je voudrais savoir, c'est le rapport que vous faites entre ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on vient tranquillement condamner les gens, et puis on s'aperçoit que ça se passe pas comme ça. Hein ? Coupez ! Monsieur Courtois, reculez un peu. Mettez-vous là, c'est mieux. On va la refaire. Dit soudain un des journalistes. Dites-moi, cher ami, vous croyez où ? Vous me prenez pour un con ou quoi ? On n'est pas dans un studio ici, alors filmez ce que vous devez filmer et arrêtez vos conneries ! Maître, sortez, je vous prie, me cherchez un téléphone et apportez-le ici. Celui qui se trouve dans le bureau du président fera très bien l'affaire. Maître Taupier s'exécute, puis revient et dit à Courtois. Il y a un commissaire de police qui voudrait vous parler. Je ne parle pas avec les sous-fifres ni avec les commissaires de quartier. Faites savoir que le préfet et le procureur général devront se présenter ici rapidement et qu'il ne s'agit pas de pleurnicher en nous disant que l'on doit consulter telle ou telle autorité. Ils devront prendre toutes les décisions. Il est maintenant midi passé et les forces de police ont pris position tout autour du palais de justice et de la salle d'audience. Une cellule de crise est alors mise en place par le directeur de la police et le procureur de la République, qui font appel à une unité d'élite fraîchement créée, le RAID. C'est la première fois que cette unité intervient dans une affaire criminelle. Ses chefs, Robert Broussard et Ange Mancini, sont attendus à Nantes. Une question de la part des journalistes est ensuite posée à Georges Courtois. Monsieur, pourriez-vous nous dire quelles sont les exigences que vous formulez ? Elles seront énoncées en temps utile. La moindre tentative d'intervention de la police sera suivie d'une sanction immédiate. Notre but n'est pas de faire du mal à quelqu'un. Si 1, 2, 3 ou 4 otages doivent être abattus, croyez bien que cela sera uniquement la faute à une intervention de la police. Les groupes d'intervention spéciaux et autres anti-gangs ne nous impressionnent nullement. Ce ne sont que des tueurs à gages aux ordres du gouvernement ayant une carte d'assassin officielle en poche. Nous sommes autant capables que d'abattre des gens. Par conséquent, cela ne pose pas de problème. J'attire votre attention sur ce genre d'arme. Quand on tire dans la tête s'en va. Il ne reste que les épaules. C'est avec ça que la police tire sur les gangsters. C'est avec ça qu'ils ont assassiné Jacques Messrine. N'est-ce pas, messieurs de la police ? On peut dire que vous êtes bien défendus. Ils n'étaient pas fiers ce matin. Ils n'ont pas fait long feu pour déguerpir les poulets. Il est vrai que ces gens savent que les médailles de la police sont délivrées à titre posthume. On oublie toujours que les policiers sont des assassins. On fait un battage extraordinaire beaucoup.
J'ai surtout peur pour vous, messieurs et mesdames les otages, parce que vous savez, pour nous, se faire exploser ici, c'est mieux que la prison. Avez-vous une idée de la position des forces de police, justement? Cela ne m'intéresse pas. Que ces individus s'installent comme bon leur semble. Je leur annoncerai en temps et en heure ce qu'ils devront faire ultérieurement. Sans doute va-t-on nous faire savoir, tout à l'heure, que les groupes spéciaux d'intervention de je ne sais trop quoi sont arrivés, et ce sera parfait. Nous verrons alors de quoi ils retournent exactement. En attendant, qu'ils se placent à bonne distance de nous, c'est-à-dire à une centaine de mètres. C'est une distance moyenne pour des tireurs moyens, et ce sera parfait. Je vous remercie, messieurs. Ce sera tout pour l'instant. Georges Courtois poursuit ensuite son discours devant les caméras télé. Je vais maintenant vous donner quelques précisions quant aux raisons de votre présence ici. Je parle uniquement pour les magistrats professionnels et pour les jurés. Les étudiantes seront libérées rapidement, n'étant là que pour servir de soupape de sécurité vis-à-vis de la police. Pour commencer, Monsieur le Président, j'aimerais bien que vous me disiez ce qui aurait résulté de ce carnaval. Je vous écoute. Combien ? Vous auriez été condamné à 20 ans, mais vous n'en auriez fait que 18, avec les remises de peine. Que 18 ? Voilà qui est raisonnable. Au passage, cher juré, vous remarquerez que ce monsieur m'indique le montant de l'addition sans vous avoir consulté, à aucun moment. C'est la preuve que vous ne servez à rien. Il va falloir maintenant s'expliquer sur certaines exactions juridiques, sociales et politiques. Si nous sommes ici, c'est à la justice française qu'on le doit. C'est elle qui m'a emmené ici depuis l'âge de 13 ans. Je suis désolé, mais c'est comme ça. La prison, vous ne connaissez pas. Vous aviez déjà acheté les vins et les dindes pour Noël. Moi, je m'apprêtais à passer mon petit réveillon avec mon petit poste de télé. Il n'y a rien de plus inhumain que la prison. C'est la dépersonnalisation, le manque de respect. Quand ma fille vient me voir au parloir et qu'elle pleure, il y a un maton qui vient lui dire de se taire. Je vous rappelle qu'elle a 3 ans. Et encore, il faut s'estimer heureux d'avoir un permis de visite, car ce salaud de juge d'instruction, il me l'a refusé, ce permis. Ça fait des mois que je n'ai pas pu voir ma famille. Au moment où ma fille est née, je voulais sortir du cercle de l'amoralité, comme le disait si bien le procureur. Je suivais un stage de formation professionnelle de plomberie. Et puis est venue une condamnation de 3 mois pour une affaire ancienne. J'ai demandé à les faire après mon stage. Eh bien, ça a été refusé. Il fallait que j'arrête tout pour aller en tôle. Là, j'ai rencontré Kalki. La prison, ça sert aussi à faire des rencontres. Je pense qu'une peine de 10 années de réclusion aurait été prononcée contre Monsieur Thiollet. Je pense qu'une peine de 20 années de réclusion aurait été prononcée contre moi. Il est hors de question que nous exécutions de telles peines. Dans la réalité, l'exécution de ces peines correspond pour nous à notre mort sociale. Je préfère quant à moi mourir tout de suite, d'une balle dans la tête. Ou dans mon lit en père peinard, si j'ai de la chance. Vous connaissez la position de la police en ce moment? Ça m'intéresse pas, mais je vais donner tout à l'heure les directives pour que ces gens-là s'installent dans des conditions qui seront assez pratiques pour eux, compte tenu de leur talent éventuel de tireur et l'armement dont ils disposent. Je suppose qu'on va nous envoyer des gens dits compétents plutôt que les intervenants du quartier qui sont vraiment nuls. Alors nous allons tout à l'heure à savoir que la cellule antiterroriste ou la brigade anti-gang d'un tel est arrivée ici. Ça sera très intéressant et très instructif. Je donnerai à ce moment-là les consignes aux responsables de ces individus d'avoir à se placer comme nous l'entendons. Si vous permettez, il y a quand même actuellement 20 otages ici et un certain nombre d'exigences qu'attendent les forces de police à l'extérieur et qui n'ont pas encore été données. Est-ce que vous allez leur faire savoir un certain nombre de choses dans les minutes qui viennent? Eh bien, pour ce qui concerne les étudiantes qui sont ici, Ce que j'allais vous dire. chaque chose en son temps. Ce sont des personnes, bien entendu, auxquelles j'ai exposé qu'elles ne risquaient rien. C'est-à-dire que si sanction doit être prise, elle ne sera en aucun cas prise contre ces gens, ces jeunes filles et ce jeune homme ici présent. Alors j'espère que la police saura obéir, monsieur le préfet, à toute autorité. Très bien. Non, attendez, Bien, je tiens. la première chose à préciser, hein, vous avez vu, avec les prises de vue, ces 3 personnes sont armées, ont des grenades qui sont dégoupillées. Donc, moi, je demande personnellement aux forces de l'ordre, surtout de ne pas intervenir, car dans une hypothèse où vous interviendrez, ils sont prêts à faire sauter les grenades. Il est évident que toutes les personnes qui seraient à côté d'eux, ils laisseraient leur vie. Hein. Maintenant, je ne sais pas ce que M. Courtois va vous indiquer. Il va faire savoir, je pense.
ce qu'ils souhaitent. Ok. Alors il serait utile, j'en profite puisque vous êtes là, que le téléphone puisse fonctionner. Actuellement, il ne fonctionne pas. Les exigences vont être formulées dans cette affaire. J'entends qu'elles soient exigées dans le temps que j'impartirai. Je possède une montre chronomètre qui sera mise en marche à la minute même que j'aurai fixée pour l'expiration de l'ultimatum. Si cette exigence n'a pas été formulée, un individu sera exécuté ici. Par conséquent, il est inutile de penser que cette affaire-là va se terminer par une reddition pure et simple. Et c'est hors de question. Voilà. D'autant plus que vous comprenez bien que maintenant, c'est plus 20 ans. C'est 40 ans de prison, quoi. Hein? Alors, 20 non, 40 certainement pas, encore moins. Nous sommes des gens qui ne reculons jamais. Il faut bien se dire ça. Pour ma part, et pour celle de Monsieur Thiollet, j'encourais aujourd'hui une peine de 20 années de réclusion criminelle. Je pense qu'une peine de 18 années aurait été prononcée contre moi. Une peine de 10 années aurait été prononcée contre Monsieur Thiollet. Il est hors de question que nous subissions de telles peines. En fait, l'exécution de ces peines correspond, dans la réalité, à notre mort sociale. Pour ma part, et pour celle de Monsieur Thiollet, je préfère mourir matériellement. C'est beaucoup plus intéressant que de pourrir dans une centrale. Je les ai fréquentés, c'est vraiment pas passionnant. Il n'y a rien à voir. Donc je ne peux plus y aller. Par conséquent, je n'irai pas. Hein? Or, moi, je ne suis pas quelqu'un, ni Monsieur Calqui, ni Monsieur Thiollet, qui se dirige vers un coup près de guillotine. C'est du jamais vu, et ça sera toujours du jamais vu. Moi, je suis quelqu'un qui meurt avec des balles dans la tête. Ou alors qui meurt dans son lit, si la chance me sourit. En père peinard, après avoir fait ce que j'ai à faire. Assez discuté pour le moment. Il est l'heure de déjeuner et je vais m'occuper de cette question. Cher maître, je vous demanderai de faire savoir à ces messieurs qu'il convient d'acheminer ici 34 repas. Il faudra également de l'eau minérale, des jus de fruits et de la bière, ainsi que des cigarettes. L'avocat part s'acquitter de la mission, puis revient avec la nourriture et les boissons. Courtois se charge de la distribution. Vous en trouverez beaucoup des gangsters qui vous offrent à boire? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un tribunal pris en otage. Ah, voilà les informations à la radio. Dans un quart d'heure, je serai devenu le malfaiteur le plus dangereux de France. Karim un illuminé et Patrick un lieutenant. C'est ainsi. Les spécialistes vont probablement faire leur petit discours et distribuer quelques conseils depuis leur fauteuil. Les scribouillards vont émettre quelques considérations et le tour sera joué jusqu'au prochain bulletin. Ainsi va l'information. 13h30. Georges Courtois demande à ce qu'un autocar soit amené dans les plus brefs délais devant le palais de justice pour que lui et ses complices ainsi que les otages puissent obtenir une porte de sortie. Mais les heures passent et toujours pas d'autocar. 16h, Georges Courtois apprend, par le billet de son avocat, que Robert Broussard, le super flic autrefois à la tête des forces ayant abattu Jacques Messrine, est sur le point de faire son apparition. Sauf qu'à 17h, toujours pas de Broussard. Irrité, Courtois prend alors le téléphone et demande qu'on le lui passe sur le champ. Il passe d'interlocuteur à un autre sans tomber sur l'intéressé, et ça le vexe encore plus. Quand soudain... Faites pas le con, je suis là, on va pouvoir discuter. C'est qui, je? Bah, Broussard, vous me connaissez. Broussard? Celui-là même qui est venu poser pour la photo après l'exécution de Maître Jacques? Si vous voulez. Alors, on en est où? On en est à ce que ça commence à être un peu longuet tout ça, et qu'il va falloir te remuer un peu. Alors écoute-moi bien, Broussard, tu vas te présenter avec ton pote le préfet dans cette salle, et je vais vous fournir toutes les directives qui devront être prises pour nous faire la malle d'ici. Est-ce que tu es d'accord avec ce programme? Ah, mais dis donc, c'est qu'il y a du monde dans cette salle avec vous. Je pense à la sécurité de ces gens, moi. Il faudrait que t'en laisses partir quelques-uns, en compensation, quoi. C'est d'accord? Ce n'est pas toi qui décides de ce genre de choses, et je peux te garantir qu'ils sont plus en sécurité avec nous qu'avec toi. Merci quand même pour eux. Bon, tu te présentes dans un quart d'heure. Les étudiantes vont rentrer chez elles comme prévu. Il y en a combien? Tu verras bien. À tout de suite, Robert.
Hé, Georges, ça se passe pas comme ça. Il faut qu'on négocie le mouvement. Dans un quart d'heure. Le gangster raccroche, lorsque le téléphone retentit de nouveau. Georges? Non, c'est le président de la cour d'assises. Ne quittez pas. C'est Broussard, monsieur Courtois. Il veut vous dire quelque chose. Bon, dis-lui qu'il aille se faire enculer. Il va pas continuer longtemps son cinéma, ce connard. Donne-moi le téléphone. Broussard? Kalki, arrête ton numéro, il va te faire enculer. T'as compris? Sois là dans un quart d'heure et c'est tout. Kalki raccroche puis dit à son ami Courtois de ne plus répondre au téléphone avant que Broussard ne vienne en personne. Courtois s'adresse ensuite aux étudiants présents dans la salle. Mesdemoiselles et messieurs, je vais faire rentrer Broussard et son pote de l'autre côté. Et dès que je me serai assuré que tout est en ordre, vous pourrez sortir. Pas de panique, allez-vous-en tranquillement, il ne vous arrivera rien. Méfiez-vous seulement de la police et des scribouillards en sortant. Ils vont vous sauter dessus comme la misère sur le pauvre monde. Le téléphone sonne à nouveau. Georges? Je suis juste à côté, là. Alors, on fait comment? Ton pote, le préfet, est avec toi? Oui, il est là. Bon, alors tu files ton calibre à un de tes porteurs de flingue, tu mets tes petites mimines sur ta grosse tête et tu arrives. Je t'attends. Ah, mais non, ça va pas, ça. Il faut tout de même un minimum, tu comprends? Je peux pas mettre les mains sur la tête, tu comprends? On fait le même boulot tous les deux. Ouais, sauf que toi, tu as une carte officielle, c'est bien ça? Passe tes mains sur la tête, tu te pointes sans calibre et tout ira bien. T'es un mec de parole, pas vrai, Robert? Ouais. Donc j'attends que les étudiants sortent et ensuite je rentre, c'est bien ça? Arrête de me prendre pour un con et t'occupe pas des étudiants. Broussard fait ainsi enfin son apparition dans la salle des assises, accompagné du préfet de la région. Bien, mesdemoiselles et messieurs, vous pouvez partir. Excusez-nous encore pour le dérangement. Et les étudiants, comme promis, ont pu quitter la prise d'otage après avoir jeté un dernier regard à celles et ceux qui restaient. S'il vous plaît, est-ce qu'ils ont donné une direction? Est-ce qu'ils ont accepté de libérer des otages actuellement? Est-ce que vous négociez? Allez, dites-nous un mot. 16h, 17h, 18h, le temps passe. Gagner du temps, c'est la technique Broussard. Il y a tout un travail d'étude, d'approche qui est entrepris. Et deuxièmement, il faut mettre en place également tout un dispositif de façon à montrer sa détermination, son sang-froid, son organisation, sa rigueur. Et il faut savoir montrer encore une fois que ce n'est pas une partie de plaisir, que nous sommes déterminés, mais sans affoler. Donc là, il y a c'est la corde raide, il faut faire très attention à inquiéter sans affoler. Est-ce que ça fait courir des risques aux otages? Oui, mais enfin des risques calculés, bien entendu. C'est un calcul quand même assez incertain, ça je veux bien l'admettre. Mais j'ai peut-être connu une cinquantaine d'affaires de prise d'otages. Et à partir du moment où on a commencé à vouloir négocier, il n'y a pas eu de cas où un otage a été abattu après le commencement des négociations. Les gens à l'intérieur vivent ça très mal, quoi. Il y a plusieurs possibilités d'intervention, et l'intervention physique, brutale. La négociation est un type d'intervention. Et bon, peut-être est-il préférable d'aller plus lentement et que tout se passe bien plutôt que d'engager sans trop réfléchir une action brutale et où il y aurait des conséquences presque imprévisibles. Dis donc, Robert, tu comprends rien ou tu le fais exprès? Comment se fait-il qu'il faille faire un bordel pareil pour te voir? C'est bien toi qui dois prendre les décisions, oui ou non? Ah, mais c'est qu'il y a du monde et c'est pas facile de naviguer. Est-ce que tes tueurs sont en place? Georges, ne dis pas des choses comme ça. Des tueurs, tout de même. Je veux pas en voir un à moins de 100 mètres, t'es au courant? Bien sûr, c'est normal. Mais tu sais, finalement, 100 mètres, ce n'est pas trop loin. L'heure tourne et il est déjà 5 heures du matin. Et les gangsters, revolvers et grenades en main, tentent une sortie avec les otages en pénétrant dans le hall du palais. Problème, on n'y voit strictement rien. Le hall est plongé dans l'obscurité totale. En plus de cela, les portes du tribunal sont fermées à double tour. Ils rebroussent donc chemin, mais dans la précipitation, ils oublient la greffière. Les malfaiteurs ne détiennent plus que 13 otages.
C'est une nuit blanche qui s'annonce pour le trio qui n'abdique toujours pas. Les trois compères restent éveillés et attendent, non sans une certaine tension, le lendemain matin. C'est quoi la revendication? Un quart pour partir avec les otages. Combien reste-t-il d'otages à l'intérieur? Il faut retirer les 14 étudiantes qui sont sorties, plus les 2 journalistes. Ils étaient 32 au départ, vous faites le calcul, ils doivent être encore 15 ou 16. Ça tourne. J'ai croisé Jo Courtois en prison ici à Nantes. À l'époque, on a fait la révolte en 74, on était sous les toits. Comment était-il avec vous? C'était un homme très très sociable. À l'époque, ouais, très très sociable. De toute façon, il l'est toujours. Pour moi, c'est un beau personnage. C'est un mec qui est super. Mais est-ce qu'il est capable d'aller jusqu'au bout, là? Et jusqu'au bout, je le souhaite. Alors je souhaite de tout cœur qu'il aille jusqu'au bout. Parce que s'il lâche, il me décevrait. Non, je voudrais pas qu'il descende d'un côté ou de l'autre. C'est tout. Mais là, c'est un mec, il sait qu'il va prendre 15 piges, de toute façon. On va pas lui faire de cadeaux. Il va être énoncé la fameuse exigence que nous avons formulée depuis le début de cette opération, enfin depuis quelque temps, disons, c'est-à-dire en l'occurrence qu'un car soit mis à notre disposition. Un autocar. Ceci étant dit, les gens qui sont ici retenus par nous, quelques-uns d'entre eux, ont demandé à pouvoir s'exprimer devant un micro. C'est pourquoi vous allez passer, si vous le voulez bien, parmi les gens que nous retenons, qui vont vous faire des déclarations, qui vont vous dire le calvaire qu'ils subissent depuis maintenant 12 heures de temps, et dans quel état d'esprit ils sont, et par la faute de qui. Voilà maintenant 12 heures que les otages sont retenus, notamment les mesdames et messieurs les jurés, qui ont fait preuve ici d'un grand courage. Je crois que... Nous avons été très bien, nous n'avons pas été maltraités durant cette journée. Mais ce qu'il y a, c'est que nous n'avons pas envie que les forces de police interviennent, car nous savons que notre sort sera en jeu. Voilà. Moi, je voudrais que la police mette le car à notre disposition, qu'on puisse sortir, c'est tout, parce que c'est uniquement la police qui nous retient ici. C'est tout. C'est la police qui sera responsable si vous arrive quelque chose, que vous soyez témoin. Si vous arrive quelque chose, que nous ne sommes pas vivants, que ce soit le capitaine Broussard ou je ne sais trop quoi qui est responsable de ça. On est adultes, on a demandé un car, on est tous conscients. On a un risque moitié plus grand ici. Nous, on le subit, on le veut ce risque. Alors qu'ils cèdent à leurs exigences et que vous en soyez témoin, que ce sont eux qui sont responsables de ça. Alors si vous pouvez agir de votre côté, faites-le, parce qu'on n'en peut plus. « 20 décembre 1985. Le soleil se lève à Nantes et la tension est toujours à son paroxysme dans le palais de justice. Il est 7 heures lorsque Robert Broussard informe Courtois et ses complices que la presse du jour et du café sont disponibles à la porte de la cour d'assises. Les gangsters découvrent alors que le monde entier suit cette prise d'otage. Il y a là des journaux japonais, tchécoslovaques, anglais, américains, français, bref, la totale. Bon, tu vois que vous avez réussi votre coup. Maintenant, c'est terminé. Il est temps d'en finir. Donc vous vous rendez, j'arrange votre coup auprès des juges, l'affaire est close. Soyons sérieux, tu nous as pris pour des enculés avec cette histoire de car. On va changer de registre. Tu nous amènes une bagnole dans les meilleurs délais et on se casse de ce foutu palais de justice. On rentre à la maison, mon vieux. Les meilleures choses ont une fin. Nous n'emmènerons que les magistrats professionnels. Les jurés rentreront eux aussi à la maison. Une bagnole susceptible de contenir 7 personnes, donc. Midi, les 9 jurés encore détenus dans la salle des assises sont enfin libérés à leur tour, ramenant le nombre d'otages à 4. Seuls les magistrats sont maintenant retenus. Quelque temps plus tard, la voiture demandée par les ravisseurs, une Renault Espace, arrive et vient se garer sur le parvis du tribunal. Georges Courtois décide de rappeler Broussard. Je t'annonce la suite du programme. Je vais me présenter sur les marches avec notre ami le président dûment harnaché et constater la réalité de la présence d'une bagnole. Ensuite de quoi, si elle est effectivement là, j'y prendrai place avec mon invité. Karim fera de même avec les siens et Patrick fermera la marche avec notre chauffeur. À 14h30 précise, nous sortirons de ce merdier, que tu sois d'accord ou pas. Fin de la discussion et des palabres. Vous comptez aller où? Je te l'ai dit, nous rentrons à la maison. Et les magistrats? Peut-être rentreront-ils aussi chez eux. Sait-on jamais. « 14h30.
Pour la première fois depuis le début de la prise d'otage, un des gangsters sort du palais de justice qui est à ce moment-là entouré d'une myriade de policiers. C'est Georges Courtois. Comme promis, il se présente en haut des marches du palais en compagnie du président de la cour d'assises, Dominique Bayache. Il tire à deux mains, les mecs. Il tire à deux mains, les gars. La balle pulvérise l'objectif d'une caméra de journaliste britannique de la BBC. C'est la panique, tout le monde est à plat ventre. Là, Ange Mancini, l'adjoint de Broussard, intervient et tente de coordonner la sortie des gangsters. Il réussit alors à faire sortir Georges Courtois du palais de justice. Puis Karim Kalki, avec 2 otages enchaînés à lui, descend à son tour. Enfin, Patrick Thiollet ferme la marche. La tension est palpable. Comme convenu, les gangsters montent alors dans la Renault Espace avec leurs otages. C'est d'ailleurs l'un des magistrats pris en otage qui conduit l'automobile. Courtois lui intime de rouler prudemment et de respecter le code afin d'éviter les PV. Broussard et son adjoint Mancini, eux, prennent place dans un second Renault Espace et démarrent en trombe pour suivre le trio de ravisseurs. S'ensuit une flopée de voitures de police, de motards et d'autres véhicules avec des membres du raid. La voiture des gangsters est suivie de près. Malgré cela, ils s'arrêtent tout de même à la gare de la ville afin de récupérer de nouvelles armes dans une consigne automatique, dont un pistolet mitrailleur. Le trio avait décidément bien préparé son coup. Après cela, la voiture des malfaiteurs, toujours avec les otages à l'intérieur, se dirige vers l'aéroport de Château-Bougon. Arrivé là-bas, l'aéroport est désert, vidé de tous ses avions et passagers. Une nouvelle négociation s'engage alors entre Broussard et Georges Courtois. Les gangsters exigent un avion pour s'envoler vers une destination inconnue. Broussard les écoute mais leur propose autre chose à la place. Voilà le deal. Tu lâches 2 magistrats et on fait ouvrir les grilles. On pourra s'expliquer sur le tarmac si c'est ce que vous voulez. Que vous en ayez 2 ou 4, c'est pareil, non? Après un instant de réflexion, les malfaiteurs décident de libérer les 2 assesseurs, ne détenant donc plus que le procureur et le président avec eux. Les grilles ouvertes, leur véhicule part alors se garer en bordure de piste. Les forces de l'ordre ne sont pas très loin et les suivent toujours. Broussard interpelle de nouveau Courtois. Georges, il faut que tu viennes discuter avec moi ailleurs qu'ici. Je dois te montrer quelque chose qui devrait faire avancer notre affaire. Intrigué, le gangster descend de la voiture et s'approche du préfet. Voilà. J'ai dans ma poche depuis hier après-midi un document que je voudrais que tu lises. Broussard tend à Courtois un papier provenant du ministère de l'Intérieur. Un arrêté d'expulsion concernant Karim, qui stipule que ce dernier sera expulsé vers une destination de son choix, mais que cette mesure ne serait applicable que contre sa reddition et celle de Patrick. Je ne peux pas prendre de décision à sa place, tu comprends ça? Donc il va venir te voir et tu en discuteras avec lui. Pour ma part, je ne suis pas contre, dès lors que Karim peut s'en aller tranquillement. Karim part ensuite s'entretenir avec Broussard et lui dit qu'il est d'accord, à condition que le consul général du Maroc se porte garant du respect de la parole de l'État français. Le consul arrivé sur les lieux, les discussions vont bon train et tout le monde semble tomber d'accord sur le fait que Karim pourra quitter les lieux pour la destination de son choix. Le ministre de l'Intérieur accepte même que le consul s'engage sur le Coran à ce que cet accord soit respecté par la France. Une issue à cette incroyable prise d'otage venait enfin d'être trouvée. Georges et Patrick sont d'accord avec la décision que vient de prendre leur ami Karim. Par conséquent, Broussard commence à exposer les modalités de leur... Et que nous avons conversé avec les policiers et que par conséquent nous avons la conscience tranquille d'avoir exactement choisi la meilleure solution pour tous et pour chacun. Vous retournez en prison. Vous êtes, messieurs, je retourne en prison. Quant à vous, vous êtes une bande de requins qui me déplaisait particulièrement. La prise d'otage de Nantes était donc enfin arrivée à son terme. En 36 heures de détention, il n'y avait pas eu une seule effusion de sang. Un vrai miracle. Mais malheureusement, nous n'avons pu la mener ainsi que nous l'entendions.
Par conséquent, compte tenu de l'intervention de M. Karim Kalki dans l'enceinte de la cour d'assises, la mise en jeu de sa vie et de sa liberté, nous estimons devoir aujourd'hui échanger la nôtre contre la sienne qui nous était garantie par le ministre de l'Intérieur. Nous conclurons, messieurs, sur ce propos. C'est terminé, nous partons. Étrange procès que celui de cette prise d'otage. Dans le box, 3 minables truands propulsés à la une des médias. À la barre, des témoins, otages d'hier, et des représentants de la partie civile. Tous, ou presque, sous le charme de ceux qui les ont séquestrés pendant 34 heures. Face à face, la défense et le ministère public qui pendant 4 jours ont tenté, chacun de leur côté, d'éluder le fond pour transformer ce procès en un réquisitoire ou en un plaidoyer de la justice et de la police. Illustration éclatante. D'un côté, un avocat général qui défend corps à corps les fondements de la société, déstabilisée à ses yeux à Nantes, et qui requiert 20 ans de réclusion ferme pour les 3 accusés. De l'autre, des avocats qui clament l'innocence de leurs clients, pris, lance-t-il, dans les filets d'une société injuste et inégalitaire. Les jurés, eux, après 4 heures de délibéré, ont suivi les réquisitoires de l'avocat général, 20 ans de réclusion criminelle pour Kalki et Courtois, 14 ans pour Thiollet, verdict que d'aucuns jugeront peut-être sévère, mais qui remet ce procès à sa juste place. On avait peut-être eu trop tendance à oublier que la prise d'otage de Nantes n'était après tout qu'une vulgaire affaire de droit commun. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en suivant ce documentaire. Une histoire assez folle que je me devais de traiter sur la chaîne. D'ailleurs, ça faisait un moment que j'avais pas parlé de gangsters français. Je vais essayer d'en parler davantage cette année, même si je ne vous garantis rien, les archives ayant un coût conséquent. Pour ce qui est de la BD Profession Gangster, sachez que ça avance bien. La sortie est prévue normalement pour fin mai et je peux déjà vous montrer quelques aperçus. Une 20aine de pages étant prêtes. J'ai hâte de vous dévoiler le projet final. Comme d'habitude sinon, vous pouvez aussi retrouver l'illustration Tipeee de Manon Potier sur le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Et enfin, grosse nouveauté, j'ai rouvert ma boutique de posters Gangstar. J'y lance une nouvelle collection où je transforme les histoires de la chaîne en véritables affiches de films. Et pour inaugurer ça, j'ai commencé avec la vidéo sur les évadés d'Alcatraz, présentée sous la forme d'une affiche de film documentaire. Chaque poster reprendra alors l'essence des vidéos, comme s'il annonçait leur sortie au cinéma. Donc si ça vous intéresse et que vous souhaitez afficher votre vidéo préférée dans votre salon ou dans votre chambre, rendez-vous sur gangstar.com. Le lien est en description. Voilà, merci encore pour votre soutien et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. On dit que Courtois a tiré sur un journaliste. Non. Non, non, parce que quand il a tiré son premier coup de feu, tout le monde s'est précipité dans la tranchée et il y avait plus personne pratiquement de visible là. Mais alors, comment se fait-il alors qu'on ait vu une caméra percée par une balle? Parce que les caméras étaient là-bas sur pied et il n'y avait plus personne derrière les caméras. Les caméras étaient sur pied et tout le monde était à ce moment-là dans la tranchée. Alors, Courtois ne visait pas les gens, quoi? Bon, à mon avis, non. Courtois, il a visé comme ça, un petit peu au hasard, pour faire du cinéma, un peu, quoi. Mais il n'avait pas l'intention de prendre quelqu'un, de tuer quelqu'un. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait personne derrière les caméras quand elles étaient sur pied. Le caméraman n'avait pas l'œil dans l'œilleton de la caméra? Non, 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 pas du tout. C'est sûr, ça? C'est certain, ça.